Texte, Lyon compte plus de galeries souterraines secrètes que n'importe quelle autre métropole européenne. Et c'est pourtant l'anomalie la moins singulière de cette cité. Sous les pavés des artères centrales, à plus de 30 mètres de profondeur, un réseau de galeries fortifiées en maçonnerie de haute précision s'étend en silence. Dissimulé sous une histoire officielle qui n'a jamais tenu la route. Des dizaines de milliers de citadins et de véhicules traversent chaque jour ces secteurs, sans jamais se douter qu'ils circulent au-dessus d'un vide colossal et hautement stratégique. En 1959, lors de travaux de voirie ordinaire, des équipes de chantier ont mis au jour une rampe d'accès maçonnée plongeant sous la colline de la Croix-Rousse. Ce que l'histoire locale tentait d'expliquer par de simples structures de drainage ou des caves anciennes était en réalité un chef-d'œuvre de génie militaire et logistique totalement secret, s'étendant sur des kilomètres sous le centre urbain. Lorsque le voile a été partiellement levé, les ingénieurs ont découvert 34 galeries parallèles disposées de part et d'autre d'une colonne vertébrale centrale. Une structure unique baptisée les arêtes de poisson. Ce réseau souterrain, imperméable au regard et creusé à même la roche, reliait la citadelle haute aux axes stratégiques du fleuve, à travers un sous-sol dont les occupants des habitations de surface ignoraient totalement la nature. Les galeries sont toujours là, scellées et interdites d'accès pour des raisons de sécurité publique, et la majorité des habitants actuels n'en ont jamais entendu le nom. Une quantité colossale de ressources et d'efforts humains a été investie dans un secret gardé en plein jour, juste sous le présent. À quelques encablures de là, une autre structure visible depuis des siècles subit les mêmes assauts du temps. Ignorée des passants. Imaginez une rue ordinaire de la périphérie historique, des immeubles résidentiels d'après-guerre, des voitures en stationnement, de petits espaces verts, et au milieu de tout cela, derrière une simple clôture de protection, se dressent les vestiges d'une enceinte médiévale fortifiée construite aux alentours de 1270. Vers cette date, les puissantes autorités ecclésiastiques et seigneuriales ont érigé ici une maison forte défensive au cœur d'un domaine de plusieurs centaines d'hectares. C'était l'une des structures dominantes de la région. Au cours des 4 siècles suivants, les domaines se sont morcelés, les fortunes ont tourné, et dès le XVIIe siècle, les documents administratifs décrivaient le lieu comme une ruine à l'abandon. Les pierres de taille ont été méthodiquement emportées pour construire les fermes environnantes, puis les infrastructures de transport qui allaient désenclaver des emplaines. Les blocs de pierre qui formaient le château ont fini par bâtir les fondations du monde industriel qui l'a remplacé. Des campagnes de fouilles archéologiques menées dans les années 1930 et 1950 ont permis de cartographier le site. Aujourd'hui classé au titre des monuments historiques, les fossés sont encore partiellement visibles. Les pans de murs s'élèvent toujours au-dessus du sol. Et le tissu urbain moderne s'est déployé tout autour de ces ruines sans que personne ne juge nécessaire de les déplacer. Un autre édifice de la même époque a survécu d'une manière similaire, non pas en étant déplacé, mais en refusant tout simplement de disparaître de la trame urbaine. En 1590, un riche marchand lyonnais fit bâtir une demeure à colombage dans un faubourg périphérique, avec des étages en encorbellement, des structures de bois noirs et blancs croisés, des plafonds bas et de petites fenêtres à vitraux plombés. Tout cela est encore là, intact, au milieu d'une banlieue qui s'est densifiée tout autour pendant plus de 400 ans. Cette demeure bourgeoise se dresse aujourd'hui entre des ensembles immobiliers des années 1970 et des zones d'activité commerciale. Le bâtisseur avait construit pour que cela dure, et l'édifice a survécu à tout ce qu'il aurait pu reconnaître de son vivant. Les légendes de fantômes locales évoquent une silhouette blanche dans les chambres hautes et des bruits de pas sans explication rationnelle, mais rien ne dépasse la tradition folklorique classique. Ce qui n'a besoin d'aucun embellissement, c'est le bâtiment lui-même. Une maison de marchand de 1590 préservée à l'intérieur d'une banlieue moderne. Comme si 4 siècles d'histoire industrielle avaient tout simplement oublié de l'effacer. Le cimetière historique de la ville conserve ses morts de manière plus formelle, et l'un de ses occupants a façonné la cité moderne. Aménagée au début du XIXe siècle,
Ce cimetière est l'un des plus anciens espaces confessionnels et civils de la région, conçu spécifiquement pour répondre à la crise sanitaire d'une ville en pleine explosion démographique. Il possède ses propres catacombes voûtées. Le site est aujourd'hui envahi par la végétation, de cette manière propre aux anciens cimetières délaissés par la mémoire collective. Les sentiers restent praticables. Les monuments funéraires tiennent encore debout. Le lierre rampe sur les inscriptions et la mousse comble les lettres gravées dans la pierre. C'est ici que repose un grand réformateur civique et humaniste du XIXe siècle. Cet homme a passé les années 1850 et 1860 à marteler qu'une grande métropole avait l'obligation morale d'éduquer son peuple, de lui fournir des bibliothèques, des parcs et de bâtir des institutions capables de survivre à n'importe quel gouvernement. Son idée, que les historiens nomment l'évangile civique, a modelé la ville industrielle bien plus que n'importe quelle loi nationale. Les réseaux de lecture publique, les espaces verts et les grands chantiers urbains de cette époque découlent directement de son action. Pourtant, il est aujourd'hui enterré dans un cimetière dont la majorité des citadins actuels seraient incapables de citer le nom. L'ironie est absolue. Mais le véritable réseau circulatoire de la cité descend encore plus profondément sous terre. Le réseau des voies navigables et des canaux industriels locaux totalise des dizaines de kilomètres à travers le bassin d'activité, pénétrer le cœur même des quartiers ouvriers. Construit pour le transport du charbon, du fer et des produits manufacturés, il constituait à son apogée, au début de la révolution industrielle, le système sanguin de la première ville manufacturière de la région. Les ingénieurs hydrauliques ont commencé le creusement des premières sections dans les années 1760. L'un d'eux est mort d'épuisement et de fièvre après avoir passé des jours dans l'eau glacée lors d'un relevé topographique. Il avait 56 ans et avait déjà transformé la géographie économique de la région. Le réseau est silencieux aujourd'hui. Il serpente le long de quais abandonnés, sous des arches de pont d'où s'écoule une humidité constante, et longe des voûtes maçonnées qui ont scellé des tunnels d'accès il y a plusieurs générations, sans jamais avoir été rouvertes depuis. Dans le centre-ville, le bassin de jonction est l'endroit exact où des compagnies de transport rivales ont longtemps refusé de connecter physiquement leur réseau. Et la séparation est encore visible à la surface de l'eau. Une grande partie de ce labyrinthe de galeries de dérivation sous la ville n'a jamais été entièrement cartographiée, masquant un piège structurel dont les conséquences allaient bientôt menacer les fondations mêmes de la cité. Lyon compte plus de kilomètres de galeries secrètes que Venise n'a de canaux. Et c'est pourtant l'anomalie la moins surprenante de cette cité. Sous les pavés des artères centrales, à 30 mètres de profondeur, un réseau fortifié s'étend en silence, dissimulé sous une histoire officielle qui n'a jamais tenu la route. Des dizaines de milliers de citadins passent chaque jour au-dessus, sans se douter qu'ils circulent sur un vide stratégique. En 1959, des ouvriers de voirie ont commencé à creuser les sols de la Croix-Rousse. L'explication officielle invoquait de simples structures de drainage. Personne ne la questionna. Ce qu'ils mettaient au jour était un réseau souterrain militaire totalement secret, conçu pour relier la citadelle haute aux axes du fleuve. Lorsque le voile fut levé, les ingénieurs découvrirent 34 galeries parallèles disposées de part d'autre d'une colonne centrale, une structure unique, baptisée les arêtes de poissons. Ce réseau creusé à même la roche traversait un sous-sol dont les occupants de surface ignoraient l'existence. Les galeries sont toujours là, scellées et interdites d'accès, et la majorité des habitants n'en ont jamais entendu le nom. Une quantité colossale de ressources publiques a été investie dans un secret gardé en plein jour, juste sous Srezan. À quelques encablures, une autre structure visible depuis des siècles subit les assauts du temps. Imaginez une rue ordinaire de la périphérie historique. Des immeubles d'après-guerre, des voitures en stationnement, de petits jardins, et au milieu de tout cela, derrière une clôture, se dressent les vestiges d'une enceinte médiévale fortifiée construite vers 1270. À cette date, les seigneurs locaux érigèrent une maison forte défensive au cœur d'un domaine de 1000 acres. C'était l'une des structures dominantes de la région. Au cours des siècles suivants, le domaine s'est morcelé, les fortunes ont tourné, et dès le XVIIe siècle,
Les documents décrivaient le lieu comme une ruine à l'abandon. Ces pierres de taille furent emportées pour construire les fermes environnantes, puis le canal de dérivation. Les blocs qui formaient le château finirent par bâtir les infrastructures du monde industriel qui l'a remplacé. Des fouilles menées dans les années 1930 et 1950 ont permis de cartographier le site, aujourd'hui classé monument historique. Les fossés sont encore visibles. Les murs s'élèvent au-dessus du sol. Et le tissu urbain moderne s'est déployé autour des ruines sans que personne ne les déplace. Un autre édifice a survécu de la même manière, non pas en étant déplacé, mais en refusant de disparaître. En 1590, un riche marchand bâtit une demeure à Colombage, dans un faubourg, avec des étages en encorbellement, des structures de bois noir et blanc, des plafonds bas et de petites fenêtres à vitraux plombés. Tout cela est encore là, intact, au milieu d'une banlieue qui s'est densifiée tout autour pendant 4 siècles. Cette demeure bourgeoise se dresse aujourd'hui entre des ensembles immobiliers des années 1970 et des zones commerciales. Le bâtisseur avait construit pour que cela dure, et l'édifice a outré tout ce qu'il aurait pu reconnaître. Les légendes de fantômes évoquent une dame blanche dans les chambres hautes et des bruits sans explication rationnelle. Mais rien ne dépasse la tradition locale. Ce qui n'a besoin d'aucun embellissement, c'est le bâtiment lui-même. Une maison de marchand de 1590 préservée à l'intérieur d'une banlieue moderne, comme si 4 siècles l'avaient simplement oublié. Le cimetière historique conserve ses morts de manière plus formelle. Aménagé en 1836, ce cimetière est le plus ancien espace municipal de la région, conçu pour les communautés non conformistes. Il possède ses propres catacombes. Le site est aujourd'hui envahi par la végétation, de cette manière propre aux anciens cimetières délaissés. Les sentiers restent praticables, les monuments tiennent debout, le lierre rampe sur les inscriptions et la mousse comble les lettres. C'est ici que repose un ministre et réformateur civique qui passa les années 1850 et 1860 à marteler qu'une grande métropole avait l'obligation morale d'éduquer son peuple, de lui fournir des bibliothèques et des parcs, de bâtir des institutions durables. Son idée, que les historiens nomment l'évangile civique, a modelé la ville industrielle plus que n'importe quelle loi. Les parcs et les grands chantiers découlent de son action. Pourtant, il est enterré dans un cimetière dont la majorité des citadins seraient incapables de citer le nom. L'ironie est absolue. Mais le réseau circulatoire de la cité descend encore plus profondément. Le réseau des canaux industriels locaux totalise des dizaines de kilomètres à travers le bassin d'activité, pénétrant le cœur de la ville ouvrière. Construit pour le charbon, le fer et les produits manufacturés, il constituait à son apogée le système sanguin de la première ville industrielle de la région. Les ingénieurs hydrauliques ont commencé le creusement du premier canal dans les années 1760. L'un d'eux mourut en 1772 après avoir contracté une fièvre fatale en traversant des eaux glacées lors d'un relevé topographique. Il avait 56 ans et avait transformé la géographie de la région. Le réseau est silencieux aujourd'hui. Il serpente le long de quais abandonnés, sous des arches de ponts humides et longe des voûtes maçonnées, qui ont scellé des tunnels d'accès il y a des générations, sans jamais avoir été rouvertes depuis. Dans le centre-ville, le bassin de jonction est l'endroit exact où des compagnies rivales ont longtemps refusé de connecter physiquement leurs réseaux, et la séparation est encore visible à la surface de l'eau. Une grande partie de ce labyrinthe de galeries de dérivation sous la ville n'a jamais été entièrement cartographiée, masquant un piège structurel dont les conséquences allaient bientôt menacer les fondations mêmes de la cité. À moins de 10 km de ce bassin industriel, la Terre conserve la trace d'ingénieurs qui ont tracé leur ligne droite bien avant l'apparition du premier canal. Au nord de la périphérie urbaine, le parc de Miribel-Jonage et les plaines de la Côtière s'étendent sur des milliers d'hectares de bois d'alluvion, de zones humides et de plans d'eau préservés. C'est une réserve naturelle périurbaine, l'un des plus grands parcs de ce type en Europe, et lorsque l'on y pénètre depuis les lotissements de la banlieue lyonnaise, on a la sensation d'entrer dans un espace qui n'a aucune cohérence géographique avec la proximité immédiate d'une métropole. Traversant ce paysage de part en part se trouve le tracé rectiligne de la voie romaine,
la Via Agrippa. La section, encore décelable sous les sédiments, s'étire sur plus de 2 km. Une chaussée de gravier tassé et de galets de près de 20 mètres de large. Bordée de fossés de drainage parallèles, stabilisée par les légionnaires il y a près de 2000 ans. Au XVIe siècle, les édits royaux confirmèrent les droits d'usage et de pâturage collectif sur ces terres de la plaine, gelant ainsi toute velléité d'urbanisation massive ou de découpage parcellaire. Cette décision juridique ancienne a involontairement protégé les vestiges de la route antique au cœur même du tissu urbain moderne, une conséquence à long terme que personne à l'époque de la Renaissance ne pouvait anticiper. La Via Agrippa ne s'arrête pas là, elle plonge vers le sud, à l'endroit précis où sa trajectoire croise les quartiers centraux actuels. Des dizaines de milliers de personnes traversent chaque jour des couloirs de béton et des amphithéâtres, sans se douter un seul instant de ce qui gît sous leurs pieds. Autour de l'an 43 avant notre ère, les ingénieurs romains ont dressé les fortifications d'un camp militaire majeur sur la colline de Fourvière, directement sur l'axe des grandes voies de communication. Les légions l'ont occupé de manière intensive pendant 2 siècles, à travers 2 phases d'aménagement bien distinctes. La première période est parfaitement documentée par les archéologues. Un fort de garnison classique destiné à sécuriser la vallée du Rhône et à ravitailler les campagnes militaires vers le nord. La seconde phase, datant du IIe siècle, est celle qui résiste aux modèles établis. Les chercheurs qualifient cette occupation tardive de période la plus énigmatique de l'histoire du site. Sa fonction exacte divise encore les spécialistes, certains y voyant un dépôt logistique impérial, d'autres un casernement de cavalerie auxiliaire ou une structure administrative sans aucun équivalent connu dans le reste des provinces gauloises. Le complexe s'étend aujourd'hui sous les fondations des instituts universitaires et des structures hospitalières des hauteurs de la ville. Les étudiants et les équipes médicales arpentent ces espaces au quotidien, sans le moindre indice visuel de la présence de cette base militaire. Un simple panneau d'information métallique, implanté sur le campus, mentionne la découverte des thermes et des casernes. C'est l'unique marqueur de surface. La garnison qui a tenu cette position stratégique pendant 150 ans n'a laissé aucun nom dans la pierre, seulement une empreinte géométrique dans le sous-sol profond, que la science cherche encore à élucider. À l'inverse, l'anomalie suivante regorge d'archives et de patronymes consignés. Mais le mystère réside dans la nature même des objets qui y étaient assemblés. Dans le quartier historique de la Guillotière, une fabrique de ferronnerie et d'ornements funéraires a ouvert ses portes en 1894. Maintenant son activité artisanale au cœur de la ville pendant 104 ans. Les ouvriers y forgeaient des poignées, des plaques nominatives, des garnitures de bronze et des décors ciselés destinés à être fixés sur les cercueils avant leur mise en terre. Les registres de livraison de l'entreprise mentionnent des clients de premier ordre, incluant le maréchal Pétain pour ses obsèques nationales ratées, d'anciens présidents de la Troisième République, des ministres d'État, ainsi que les plus grandes lignées de la noblesse d'Empire. À plusieurs reprises, le travail de cet atelier lyonnais est apparu en gros plan sur les écrans de télévision lors des grands deuils nationaux suivis par des millions de citoyens, sans que personne ne sache d'où provenaient ces pièces de métal poli. En 1998, la fabrique a brusquement cessé son activité, les employés ont quitté les lieux et plus personne n'a déplacé le moindre outil. Les presses hydrauliques sont restées figées dans leur position de travail. Les carnets de commandes sont demeurés grands ouverts sur les comptoirs en bois et les pièces de fonderie terminées sont restées alignées sur les étagères de stockage. Lorsque le site a été brièvement ouvert pour un inventaire patrimonial des années plus tard, les machines de la fin du XIXe siècle occupaient toujours leurs emplacements d'origine, entourées de pièces métalliques inachevées laissées sur les établis. À 2 pas de cette usine fantôme, un autre enclos est demeuré scellé depuis bien plus longtemps, préservant un danger invisible. Le grand cimetière de Loyasse a aménagé ses extensions dans les années 1840, en exploitant le relief d'une ancienne carrière de pierres de taille abandonnée. Le front de taille verticale a été utilisé pour y creuser directement des cryptes et des catacombes superposées, suivant la courbe de la roche.
La décomposition des corps dans des espaces confinés et maçonnés génère des gaz lourds et des fluides corrosifs qui finissent par imprégner la pierre et le mortier au fil des décennies. Les règlements sanitaires municipaux de l'époque imposèrent l'obligation d'utiliser des cercueils plombés ou enduits de poids avant toute inhumation dans ces parois rocheuses, afin de contenir ce que les rapports de salubrité publique qualifiaient expressément de vapeur méphitique. Ce terme est inscrit noir sur blanc dans les archives préfectorales. Pendant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, ces galeries souterraines ont servi d'abri antiaérien pour la population civile. Un bloc de granit erratique d'origine glaciaire, découvert lors des premiers terrassements, est resté sur place, sans que les géologues de l'époque ne parviennent à expliquer sa trajectoire initiale. Aujourd'hui, ces catacombes de pierre sont murées, interdites au public, et les émanations toxiques y sont toujours captives. Les hommes qui se réunissaient à la lueur des bougies dans les salons feutrés de la presqu'île au XVIIIe siècle préféraient la clarté de la science à ces ombres souterraines. Et leurs travaux allaient ébranler l'ordre économique établi. À partir de 1765, la demeure d'un riche soyeux devint le point de ralliement d'un groupe informel, dépourvu de statuts officiels, de listes d'émargement et de registres de délibération. La Société royale d'émulation. Le propriétaire y réunissait des esprits comme Ampère, dont les découvertes sur le courant électrique allaient révolutionner la physique, ou des pionniers de la chimie moderne qui isolèrent des composants industriels majeurs, aux côtés d'agronomes et d'encyclopédistes de passage. Ils fixaient leurs assemblées les soirs de pleine lune pour faciliter les déplacements à cheval des membres résidant dans les domaines agricoles extérieurs. Les autorités surveillaient ces réunions de notables sans jamais réussir à en consigner le contenu, et l'histoire de leurs échanges n'a pu être reconstituée qu'à travers l'analyse de correspondances privées interceptées. Si cette accumulation de structures secrètes commence à dessiner l'image d'une cité plus sombre que prévu, les archives d'un domaine fortifié des environs contiennent une trace matérielle encore plus brute. Un impact qui n'a pas bougé depuis l'année 1642. En octobre 1642, les troupes royales prirent position autour des murs du château de Pierre-Cise, la forteresse médiévale dominant le défilé du fleuve que les autorités provinciales avaient mis des décennies à fortifier. Le commandement militaire y passa une nuit avant de faire mouvement vers le nord pour engager les forces insurgées lors des troubles de la minorité de Louis XIV. Ce passage marqua le début des hostilités dans la région. Les garnisons locales fidèles à la couronne firent face à un siège destructeur de 3 jours mené par les troupes parlementaires avant de capituler. Un impact de boulets de canon en fonte dans la balustrade de pierre du grand escalier d'honneur n'a jamais été restauré. Il est visible au même endroit depuis près de 4 siècles, conservé délibérément comme le témoin matériel des violences de l'époque. Le vieux domaine est considéré comme le site le plus chargé d'histoire de la vallée. Les récits locaux se concentrent sur 3 silhouettes récurrentes. La dame grise, identifiée par les chroniqueurs comme la fille unique du seigneur de l'époque, séquestrée dans une cellule de la tour haute pendant 16 ans pour avoir refusé un mariage arrangé. Une ombre verte que la tradition attribue à une gouvernante infanticide, et un jeune messager qui se serait pendu sous les combles de la vieille caserne. Ce sont des récits folkloriques, mais l'impact du boulet de canon dans la pierre de taille est un fait historique documenté. L'imaginaire de la région a également été profondément marqué par le passage d'un enfant qui arpenta ces terres alors qu'elles étaient encore rurales, et qui transposa ses souvenirs d'enfance dans l'une des œuvres littéraires les plus célèbres du XXe siècle. Antoine de Saint-Exupéry avait 4 ans lorsque sa famille s'installa dans le domaine de Saint-Maurice-de-Rémin en 1904. Il y passa ses étés d'enfance. L'écrivain répéta toute sa vie que ce domaine et les terres environnantes avaient forgé son univers mental. Le vieux moulin à eau de la commune datait au moins de 1542, et son meunier terrifiait le jeune garçon et son frère lorsqu'il s'approchait trop près des vannes, au point que les enfants le surnommèrent l'ogre blanc. Les bois d'alluvions humides et denses situés en bordure du fleuve étaient assez anciens pour s'ancrer durablement dans l'esprit de l'enfant.
L'auteur s'en inspira directement pour décrire les paysages végétaux de ses premiers récits, liant la topographie de la plaine de l'Ain à ses géographies imaginaires. Mais ces bois étaient anciens bien avant que l'enfant ne les traverse. Enfouis sous l'humus de la forêt se trouvent des tumulus de l'âge du bronze, des structures de pierre calcinée vieilles de 3000 ans. Leur fonction exacte divise encore les spécialistes. Foyer culinaire collectif, structures rituelles funéraires ou vestiges d'ateliers artisanaux sans équivalent moderne direct. Le poète a bâti ses récits sur un sol qui recelait déjà ses propres mystères archéologiques. Un autre monument de la région porte une énigme similaire, bien que son bâtisseur n'ait laissé aucune clé pour la résoudre. En 1758, un riche propriétaire terrien fit ériger une tour de briques de près de 30 mètres de haut au milieu d'un domaine vallonné de la périphérie urbaine. Il ne laissa aucun écrit pour expliquer sa démarche. L'édifice est qualifié de folie architecturale, un terme qui désigne des constructions d'agrément excentriques dont l'utilité réelle demeure obscure. Plusieurs hypothèses s'affrontent dans les cercles académiques. Une plateforme pour surveiller le gibier à travers les bois du domaine, un observatoire astronomique privé, un belvédère élevé pour apercevoir le clocher du village de sa défunte épouse situé à 20 km de là, ou une tour de guet construite pour espionner les déplacements d'une compagne soupçonnée d'infidélité. Aucun de ces motifs n'apparaît dans les actes notariés ou les journaux intimes de l'époque. La tour se dresse toujours, et la raison de son existence n'est consignée dans aucun document connu. À proximité immédiate s'élève une tour élévatoire des eaux construite le siècle suivant. Une infrastructure utilitaire du XIXe siècle bâtie dans un style néo-gothique rigide. Les deux silhouettes verticales apparaissent souvent ensemble dans l'iconographie locale comme ayant inspiré les décors de plusieurs illustrateurs de fantastique. Les spécialistes de la littérature locale estiment que cette filiation n'est pas formellement démontrée par la correspondance des artistes, mais la légende persiste. Le premier propriétaire a fait construire cette structure pour des motifs que personne n'a pu élucider en 268 ans. L'anomalie géographique suivante ne s'embarrasse pas de motifs, et les phénomènes qui s'y déroulent sont encore plus difficiles à classer. Le plateau de la Dombes ne fait pas techniquement partie de la commune-centre. Il s'étend à une vingtaine de kilomètres au nord, mais il constitue l'espace sauvage le plus proche de l'agglomération et le secteur le plus mystérieux de la région. Ce plateau de étangs et de forêts denses présente l'une des plus fortes densités de témoignages inexpliqués du pays. Le phénomène le plus récurrent est celui de la silhouette blanche de la route de dérivation, une forme fugitive qui aborde les voyageurs sur les axes isolés avant de s'évanouir dans les brumes des marécages. Les rapports de la gendarmerie locale mentionnent ces signalements de manière intermittente depuis la fin des années 1970. Un chercheur en folklore a documenté ces anomalies dans plusieurs ouvrages et qualifie ce secteur de zone la plus étrange de la plaine du Rhône. Les archives font également état d'observations de grands canidés, hors de leur zone d'habitat traditionnelle, à proximité du cimetière militaire de la commune. Un site historique réel abritant les sépultures de milliers de soldats des deux guerres mondiales. À cela s'ajoutent des lueurs nocturnes inexpliquées au-dessus des plans d'eau isolés et des récits de traqueurs faisant état de hardes de bêtes sauvages au comportement aberrant. Personne ne conteste la réalité des dépositions enregistrées par les autorités. Mais aucune explication scientifique n'a été validée à ce jour. Pourtant, la dernière affaire de cette liste repose sur des éléments d'une réalité indiscutable. Une femme réelle, un crime authentique et une énigme que la région tente de résoudre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le 18 avril 1943, 4 adolescents s'introduisirent clandestinement dans les bois du domaine de la Balme, à la limite des confins ruraux qui bordent le sud-ouest de l'agglomération, pour y dénicher des nids d'oiseaux. Le sous-bois faisait partie des propriétés privées d'un grand domaine foncier, et les jeunes garçons savaient parfaitement qu'ils commettaient une violation de propriété. L'un d'eux escalada un vieil orme majestueux dont la cime était brisée et jeta un regard à l'intérieur du tronc creux. Au fond de la cavité verticale reposait un crâne humain, encore garni de quelques mèches de cheveux.
Pris de panique, les adolescents prirent la fuite. Après avoir passé une journée entière à garder le silence et à faire comme si de rien n'était, l'un des garçons finit par confier la découverte à son père, qui prévint immédiatement la gendarmerie locale. Les forces de l'ordre extrairent du tronc un squelette féminin complet et découvrirent les ossements d'une main enterrée séparément à quelques mètres de l'arbre. Un morceau de tissu épais avait été enfoncé de force dans la cavité buccale de la victime. L'expertise médico-légale de l'époque établit que la victime était âgée d'environ 35 ans, mesurait approximativement 1,60 m, et que le décès remontait à environ 17 mois avant la découverte, situant le crime vers la fin de l'année 1941 ou le début de 1942, en pleine période d'occupation, de rationnement et de couvre-feu nocturne, à un moment où les disparitions de personnes étaient infiniment plus difficiles à tracer qu'en temps de paix. La victime ne fut jamais identifiée, et l'enquête criminelle ne déboucha sur aucune piste sérieuse. En 1944, une mystérieuse inscription peinte à la craie apparut sur le mur d'une ruelle du centre-ville, demandant qui avait descendu Bella dans le vieil orme. Les enquêteurs ne parurent jamais découvrir qui avait tracé ces lettres, ni d'où provenait ce prénom de Bella, qui n'apparaissait dans aucun dossier de disparition. Les mêmes mots réapparurent quelque temps plus tard sur un monument commémoratif de la plaine. Et des variantes de ce message écrit à la main ont continué de surgir de façon sporadique sur les murs de la région au cours des décennies suivantes. Les hypothèses les plus diverses se sont accumulées dans les archives judiciaires. Certains policiers évoquèrent la vengeance d'un amant éconduit. D'autres privilégièrent la piste d'un réseau d'espionnage opérationnel pendant la guerre. Une variante liant même la victime à une ressortissante étrangère aux attaches troubles avec les services de renseignement de l'époque. Une autre théorie, avancée par plusieurs chercheurs locaux, évoquait un sacrifice rituel en raison de l'amputation de la main et de la présence du bâillon de tissu, renvoyant à de sombres affaires de sorcellerie de campagne en temps de guerre. Mais aucune de ces pistes n'a pu être formellement démontrée, et aucune n'a pu être définitivement écartée par la justice. C'est ici que l'affaire refuse de se clore. En 2016, de nouvelles inscriptions reprenant mot pour mot la même question ont été constatées sur des murs de soutènement le long des routes de la région. Quelqu'un continue d'écrire ces mots à la peinture. 83 ans se sont écoulés depuis la découverte dans le tronc de l'orme. Et personne ne connaît le nom de cette femme, l'identité de celui qui l'a déposée là, ou les motivations de ceux qui continuent, encore aujourd'hui, d'interroger les vivants sur les murs de la cité. Cette persistance des inscriptions sur les murs de la ville ne fait que confirmer une réalité plus vaste. Le passé de cette métropole ne se laisse pas facilement enterrer. Des profondeurs fortifiées des arêtes de poissons sous la Croix-Rousse, jusqu'au mystère non résolu du bois de la Balme, chaque strate de la cité semble retenir ses secrets avec une obstination farouche. Les infrastructures modernes, les lignes de transport et les grands ensembles résidentiels se sont déployés au-dessus de ces anomalies, sans jamais parvenir à les effacer totalement de la géographie locale. Les dizaines de milliers de personnes qui traversent quotidiennement le centre hospitalier ou les facultés de médecine de Fourvière marchent, sans le savoir, sur les lignes de faille d'une histoire militaire et logistique oubliée, dont les acteurs n'ont laissé aucun nom dans les archives officielles. Les lois de l'économie, de la nature et de l'histoire ont façonné ce paysage urbain selon une logique implacable, où les pierres des forteresses médiévales finissent par stabiliser les berges des canaux industriels de la révolution manufacturière. La demeure à colombage de la Guillotière, édifiée en 1590 par un riche marchand, continue de faire face aux structures de béton des zones commerciales environnantes, comme si le temps s'avait simplement omis de détruire ce témoin d'un autre siècle. De la même manière, la manufacture d'ornements funéraires fermée en 1998 conserve ses outils alignés et ses registres ouverts, figeant pour l'éternité les gestes de ouvriers qui forgèrent les poignées des cercueils des plus grands dirigeants de l'histoire nationale. Les catacombes murées du cimetière de Loyasse enferment toujours leurs vapeurs méphitiques et leurs secrets de guerre, tandis que les réunions nocturnes de la Société royale d'émulation ne se laissent deviner qu'à travers les lignes de quelques correspondances privées
rescapés de la censure. Même les paysages de la Dombes et de la plaine de l'Ain, qui virent grandir les auteurs et les scientifiques ayant révolutionné notre vision du monde, gardent enfouis sous l'humus de leurs forêts des tumulus préhistoriques dont la science moderne peine encore à définir l'utilité exacte. Le paradoxe de cette cité réside dans sa capacité à dissimuler ses secrets les plus denses en plein jour, sous les pas d'une population préoccupée par les flux du présent. La question peinte sur les murs de soutènement depuis 1944 n'attend plus de réponse judiciaire. Le temps ayant fait son œuvre sur les témoins et les coupables de l'affaire de l'Orme Creux. Elle est devenue un marqueur physique de la mémoire collective. Un rappel constant que sous la surface rationnelle d'une métropole moderne subsistent des zones d'ombre que les siècles n'ont pas réussi à éclairer. L'histoire de cette ville ne s'écrit pas seulement dans les manuels officiels ou sur les façades de ses monuments classés, elle se lit dans la structure de son sous-sol, dans le tracé immuable de ses voies antiques et dans le mutisme de ses complexes industriels abandonnés. Ces anomalies